très bon communicant, alors qu'au départ on se dit bah, je ne suis pas d'atout. Parce que je ne suis pas à l'aise, je suis timide, j'ose pas. Ça dépend. Ça dépend. Si vous travaillez derrière, vous pouvez largement améliorer. Là, je pense que le chiffre est minoré. Vous êtes facile, la communication non verbale. Alors après, chacun peut estimer comme il veut, mais c'est facile, 60-70% de l'écoute. En fait, vous faites tous encore une fois, vous me regardez là, et vous faites tous une impression, et du coup, ça passe ou ça passe pas. Et la qualité de votre discours, finalement, elle est très importante, parce que si le discours n'est pas bon, évidemment, il n'intéressera pas de toute façon. Même les gens qui sont convaincus par vous, bon, au bout d'un moment, évidemment, ça va être un peu fade. Mais votre discours, il ne passe que si vous savez communiquer, vous savez éviter des erreurs. Je vais faire une simulation toute simple. Vous allez à une tribune, où là, comme là, je viens parler devant vous, et puis, ben, je sais pas, je me mets comme ça, par exemple. Ben, vous allez regarder que ça. Et pendant que je parle, vous m'écoutez plus. Vous êtes là à regarder, mais pourquoi il se met comme ça? Il est en train de tomber, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Et vous allez être pris par ce suspense terrible. Va-t-il tomber? Va-t-il pas tomber? Pourquoi il est fermé? Pourquoi S'ils ont du mal à respirer, c'est pas que mécaniquement ils ne savent pas parler, ils ne sont pas essoufflés à chaque fois qu'ils parlent. Ils sont essoufflés quand ils parlent dans des conditions particulières qui les mettent en état de stress. Et le stress, pour le lutter contre, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent placer. Hier, qu'est-ce qu'on a fait avec Cindy et Balin? On s'est dit comment on met la salle, qui va être où, comment, etc. C'est essentiel. Si tout d'un coup on avait mis, je sais pas moi, un rideau de bureau là, ben, du coup on pourrait pas, je serais pas à l'aise pour venir, je serais collé à vous, ça n'irait pas. Voilà, on a réfléchi aux éléments extérieurs qui vont faire qu'on est dans les bonnes conditions. Et si on est dans les bonnes conditions, on peut être bon. Si on commence à se mettre des handicaps parce qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait un poteau, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, que finalement on se retrouve coincé là, qu'on est devant l'écran et que du coup personne ne voit rien, etc. Ben, au bout d'un moment, on commence à penser à ces détails-là pendant son intervention et on chute en termes de qualité d'intervention, on chute et sa communication chute parce que le malaise que vous pouvez ressentir, le stress que vous pouvez ressentir, le trac que vous pouvez ressentir, il ressort dans votre communication, vous commencez à être mal à l'aise, à parler moins fort, à vous resserrer, à vous renfermer sur vous-même éventuellement physiquement. Et quand on fait ça, déjà la voix elle sort moins bien, mais c'est mécanique. Plus on est comme ça, mieux on est évidemment pour parler. Plus on est comme ça, plus on se referme. Et plus on se referme, plus le ressenti que vous allez avoir ne va pas être bon. Et les fameux 15% vont être gâchés parce que votre... Préparer les questions à poser. Quand on a un sujet en amont, il faut faire des recherches, préparer les questions qui peuvent être intéressantes. Et préparer les questions qu'on va vous poser. Le journaliste, lui, va préparer ses questions. La personne qui est en face doit se préparer, c'est très important. Quand on est dans une entreprise, notamment la communication d'une entreprise, au départ, ça paraît très simple, puisque vous travaillez 100% dans une entreprise, vous connaissez tout de vos dossiers. Vous n'avez pas énormément de soucis. Donc vous pourriez vous dire, bah, j'ai une interview, oui, et alors quel est le problème? Sur tel sujet, je suis parfait, tel sujet, je connais par cœur. Tiens, ça, oui, je pourrais réviser un peu, mais bon, voilà. Mais enfin, globalement, je connais tellement bien l'activité de l'entreprise, pas de problème. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un journaliste qui vous pose des questions légèrement décalées, parce que lui-même, lui, n'est pas du tout dans la logique de l'entreprise. Et il ne connaît pas forcément de l'intérieur, et il va vous poser des questions qui vont vous perturber. Et tout d'un coup, vous ne savez plus dans quel ordre mettre vos arguments. La communication, c'est le contraire de ça. C'est ne pas subir les questions parce qu'on sait quel message on peut faire passer. Et des messages, il n'y en a pas 5 quand on est chef d'entreprise. On a 1 ou 2 messages à chaque fois qu'on communique, c'est 1 ou 2 messages à faire passer, les messages principaux. Et la question devient totalement secondaire. C'est peu importe la question du journaliste, vous êtes capable, comme l'homme politique, de dire ah oui, c'est une question intéressante, je vais y répondre dans un instant, mais d'abord, je voudrais vous mettre un point, d'honneur à signaler quelque chose d'extrêmement important dans notre nouvelle façon de travailler, ou je ne sais quoi, etc. Et vous passez votre message. Et il arrive bien souvent que le journaliste, qui est un bon professionnel, se dise bon, finalement, ma première question, elle n'était pas si intéressante que ça, ce qu'il vient de dire est intéressant, j'embraye là-dessus. Et je pose une question sur le message qu'on vient de vous donner.
Donc parmi les choses à faire, c'est les questions à poser les journalistes. En général, les journalistes sont des gens assez pragmatiques et intelligents. Ce qui les intéresse, c'est que l'article soit bon à l'arrivée, ou le sujet de télé soit bon à l'arrivée. Donc dès qu'ils décèlent sans la personne en face une communication intéressante, ils se disent ah ben, c'est ça le sujet. Et tant pis pour mes questions, je m'en fiche. Enfin, sauf si on est en situation de crise, etc. Là, je vous fais un dessin de communication. Madame ici à ma gauche qui n'a pas arrêté de s'exercer sur la présentation MBS. À chaque fois que j'appelle Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma présentation. À chaque fois, matin, midi, soir. À un moment donné, je lui dis Cindy, excuse-moi, mais tu me fatigues. Et le conseil que je lui ai donné justement, c'est de laisser aller ses émotions, d'intérioriser plutôt que de mémoriser. Parce qu'on s'est dit, quand c'est cérébral, on ne partage pas d'émotions. Et les choses marchent très souvent quand on partage de l'émotion. Donc là, c'est vraiment une partie technique que M. Doucet va vous présenter, une communication verbale, oui. 2-3 conseils. Non, c'est des éléments très simples, mais que parfois il faut se rappeler à soi-même quand on est notamment on a un problème d'émotivité ou autre. Et ben, une solution simple, c'est de parler fort, de faire l'effort d'articuler pour être sûr de débarrasser des mots un peu trop vite parce qu'on n'a pas envie de parler longtemps. On n'est pas à l'aise, on n'a pas envie de parler longtemps, donc on parle à demi-heure. Je donne toujours évidemment dans la communication non verbale, il y a des éléments incontournables comme le sourire, le regard circulaire dont je vous parlais, etc. Une anecdote qui est toujours amusante, Charles Aznavour, je crois qu'il faisait encore des concerts à 90 ans, si j'ai bonne mémoire, et il employait toujours la même méthode. Charles Aznavour, il rentrait sur scène d'un pas décidé, très rapide, il s'installait, je fais comme si c'était un micro, il s'installait devant le micro, il écartait un peu les jambes pour être bien stable, il prenait le micro et il chantait 2 chansons. Et après, une fois qu'il avait évacué son stress, il commençait à parler au public, bouger, etc. Pendant les 2 chansons, il ne mouftait pas. Il n'avait pas dit un mot, pas bonjour, rien, il avait son truc, il chantait ces 2 chansons, et il se mettait à l'aise, 2-3 chansons, et puis une fois qu'il était à l'aise, ok, il parlait, etc. Retenez juste cet exemple, parce que c'est exactement ça. Je me mets dans les meilleures conditions, j'évite tous les risques si je rentre un peu, j'ai un peu d'émotion, si je rentre un peu lentement comme ça, tiens, je vais mettre un pas de côté, je vais tituber, enfin, donner un peu. Donc, MBS Dakar a lancé l'année passée la première cohorte de professionnels dans le domaine du sport. Donc, j'en vois ici un certain nombre, avec beaucoup de satisfaction d'ailleurs, parce que c'était certes des passionnés, mais qui n'avaient pas les outils pour manager des événements sportifs, qui n'avaient pas d'outils pour piloter des grands acteurs qui évoluent dans le monde du sport, autant dans le domaine de l'encadrement que dans le domaine de la logistique. Donc nous avons lancé avec succès cette masterclass l'année passée, avec de très grands intervenants, dont Philippe Doucet lui-même, qui est intervenu dans le module relations presse, relations publiques. Donc cette année-ci, aujourd'hui, nous lançons la 2e cohorte. Et je pense que depuis la première vague, nous avons quand même réussi à créer un écosystème, un microcosme au niveau de MBS Dakar qui attire beaucoup d'acteurs dans le sport, qui sont relativement satisfaits de ce que nous proposons. Et ce qui a quand même permis l'intégration de la majorité, si ce n'est la totalité, des diplômés récipiendaires de la première cohorte dans des structures comme Bisport, comme, comment on appelle ça encore, Génération Foot. Je crois qu'aujourd'hui, Mathiam qui est là, Madiane autant pour moi, je ne sais plus dans quelle structure il travaille. Monsieur Gay pourra en parler plus, lui qui pilote directement donc, cette masterclass en management du sport. Donc cette année-ci, il y aura des innovations, il y aura d'autres intervenants de très haute facture qui vont intégrer le corps professoral. Donc tout ceci pour accompagner la dynamique globale de l'État et des instances de tutelle à développer, à professionnaliser donc, le sport au niveau pas seulement sénégalais mais africain.